Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour d'abord de l'assassinat d'un enseignant dans le département de Bouza, région de Tawa. Ensuite, du retrait du Mali de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris de la force conjointe anti-djihadiste. L'actualité, c'est aussi la dégradation ces derniers jours de la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi. Et à la fin, nous parlerons sur la ruée vers l'or dans la ville d'Agadez, mais aussi dans la commune de Dakoro. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 20 mai 2022 par le drame qui s'est déroulé dans le département de Bouza, région de Tawa. Un enseignant a été mortellement poignardé par un de ses élèves de 12 ans en classe de CM2 lundi 16 mai 2022 à Guidan Alami et dans la commune de Baban Katami. Suite à cette tragédie, le collectif des enseignants de Bouza a suspendu les cours pour 2 jours, les 17 et 18 mai, afin de dénoncer le climat d'insécurité qui règne dans la zone. On va commencer avec vous, Hassan Boukar, un enseignant poignardé à mort par son élève. Quel commentaire ce drame suscite en vous? Merci Mokhtar. C'est quelque chose de très choquant qui est arrivé à Bouza. Mais au stade actuel, c'est surtout les questions. Je m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions sans forcément avoir les réponses. Alors, l'enseignant, c'est avant tout l'autorité. Et donc, l'autorité à l'endroit de ses élèves, les respecter, les élèves se soumettent à lui. Qu'il soit poignardé mortellement par un élève, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, du coup, on s'est dit, mais comment est-ce que c'est arrivé? Oui, comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui pourrait pousser un enfant de 12 ans à tuer? Voilà. Malheureusement, on n'a pas forcément les réponses à ces questions-là. J'ai entendu beaucoup de commentaires, des commentaires selon lesquels l'enseignant aurait demandé à l'élève d'avoir une meilleure tenue. Apparemment, il s'était présenté dans une tenue qui n'était pas présentable. Donc, il devait aller changer sa tenue, venir, être un peu plus présentable. J'ai entendu d'autres commentaires, mais au fond, les gens tentent de l'expliquer, mais rien ne justifie. Donc, ça pose extrêmement de questions. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des signes qui laissaient croire que quelque chose comme ça pourrait arriver? Est-ce que ça a été une surprise pour tout le monde? En fait, quand je parle de signes, est-ce que l'enfant est dérangé, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses attitudes qui le singularise vis-à-vis de ses collègues et qui fait qu'il puisse poser un acte aussi grave? C'est la question que je me pose. Est-ce que dans l'environnement où il est, à l'école, là où ils sont, est-ce qu'il y a d'autres actes de violence qui laissent croire qu'on peut passer même à un niveau extrême jusqu'à donner la mort? Est-ce que l'enfant évolue dans un environnement violent, à même d'avoir des conséquences sur son comportement à l'école? Est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'imprévisible, d'un cas totalement isolé? C'est des questionnements. Voilà. Est-ce que d'autres enseignants ont été victimes d'autres cas de violence, même si ce n'est pas mortel? Une violence d'un élève et de surcroît de l'école primaire, c'est des enfants à l'école primaire. Un enfant qui s'en prend à un adulte, de surcroît son enseignant. Est-ce qu'il y a à Bouza ou dans l'environnement des cas pareils qui laissent croire qu'il y a des signes de violence? Donc, à mon niveau, c'est beaucoup plus de questions parce que si on veut agir, j'écoute un peu le discours des enseignants qui demandent protection à juste titre.
à juste titre. Protection, comment ça doit se faire? Mais évidemment, pour le faire, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment un environnement violent qui fait que chaque enseignant est exposé à ça? Est-ce que c'est vraiment un cas isolé et comme on le dit, qui est arrivé vraiment sans que personne ne s'y attende? Donc, si on arrive à trouver les bonnes réponses, peut-être que ça permet de prendre des mesures pour protéger les enseignants à l'avenir. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas compris. Protéger les enseignants comment? Placer des forces de défense et de sécurité derrière chaque enseignant? Non, ça dépend de... Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire que pourquoi c'est arrivé? Est-ce que d'autres enseignants sont exposés? Imaginez, moi je pensais par exemple un moment dans la ville de Difa, vous avez un peu ce phénomène de FADA qui fait que des jeunes s'affrontent. Il faut expliquer le phénomène de FADA. Alors, c'est des groupements de jeunes des qui jeunes est parti adolescents un peu, ou des bien jeunes adolescents. Alors, on parle de palais, de FADA. On a connu un peu ce phénomène, notamment à Zander. Je crois qu'il y a un film qui explique un peu comment ça se passe. Alors, dans la ville de différents moments. Des jeunes violents. Tout à fait. Des jeunes qui sont ensemble et qui s'affrontent aux armes blanches, qui sèment la terreur dans leur environnement, qui font peur aux gens autour d'eux. Alors, je me dis, un enfant qui grandit dans cet environnement peut développer aussi des attitudes violentes parce que l'environnement s'y prête. Il apprend des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, quand je parle de protéger, est-ce qu'il y a un environnement comme ça? Si vous avez un tel environnement, forcément, il y a quelque chose à faire par le pouvoir public. Mais tout cela, c'est aussi longtemps qu'on n'aura pas connu comment tout cela est arrivé, ça reste à la limite des spéculations. C'est bien de connaître comment un élève qui est soumis à un enseignant a osé prendre une arme blanche et porter un coup mortel à son enseignant. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement grave aussi, qui fait qu'il faut forcément faire une enquête et donner une suite à ça. Malheureusement, c'est un pays où, quand on dit enquête, c'est pour calmer les esprits et le temps d'oublier, mais il faut forcément faire une enquête pour savoir est-ce qu'il y a des signes qui montraient que ça pouvait arriver, est-ce que d'autres enseignants sont exposés, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose face auquel le pouvoir public doit prendre des mesures. Gary Amadou, selon les premières informations, tout est parti d'une dispute entre l'enseignant et l'élève qui n'aurait pas apprécié certains propos tenus à son égard. Les témoignages rapportent qu'il aurait soigneusement caché le couteau dans son sac et c'est en plein cours qu'il est passé à l'acte. Avez-vous d'autres informations au sujet de ce drame, Gary Amadou? Oui, ce qu'on a appris, c'est que d'abord l'élève en question, c'est le fils du président du COGES de l'école. Ça déjà c'est un détail. Deuxième chose, l'élève était, comme l'a dit Abba, il était venu à l'école avec un accoutrement, avec pratiquement des bijoux féminins, c'est-à-dire que des bijoux, des bagues et tout. Et l'enseignant lui a dit non, ça c'est pas un comportement d'homme. Il dit tu vas aller te changer. Il est parti à la maison en pleurant. Ça c'est les voisins qui parlent. Il est parti et il a menti au papa, il dit que non, l'enseignant l'a frappé. Le papa a levé tous les bijoux, il lui a dit de retourner à l'école. Maintenant, entre-temps, le temps d'enlever le bijou, il est rentré dans la chambre, il ne savait pas, il a pris un couteau. Et quand il est rentré dans la classe, l'enseignant était accroupi en train d'écrire. Dès qu'il est rentré là, il a foncé sur lui, il lui a mis le couteau. Malheureusement, il l'a eu en plein cœur. Je ne suis pas sûr que l'enfant sait où se trouve le cœur, mais il lui a mis en plein cœur. Et donc, pratiquement, et que circonstance encore aggravante de la situation, c'est qu'il n'y avait pas de réseau. À plus forte raison, appeler les secours pour qu'on puisse venir le prendre à temps. Finalement, il s'est vidé de son sang, en fait. Donc, quand les secours sont venus, il était déjà mort. Donc, et l'enfant, il paraît qu'il s'est mis à pleurer. Alors, après l'acte. Oui, il y a deux choses. Soit c'est un enfant qui est mal éduqué par ses parents, soit il y a eu un coup de folie, ou, comme l'a dit Abba, l'influence d'autres jeunes. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les vidéos, les films violents qu'on voit, tout peut arriver. Mais il faut aussi qu'on relativise. C'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'on a une histoire où un élève d'école primaire tue son enseignant. Moi, je ne me souviens pas d'une autre histoire. Mais il y a eu quand même des actes de violence à l'égard des enseignants. Il y a des actes. Il y a des élèves de CM2 qui menacent pratiquement leurs enseignants. C'est-à-dire, il y en a qui leur disent des mots pas gentils du tout. Mais c'est manque de respect. Un manque de respect et quelqu'un qui passe à un acte. Seulement, je suis d'accord que mais la limite entre le manque de respect et la violence, elle est très étroite là-bas. Il faut faire extrêmement attention. Parce qu'à partir du manque de respect, la violence peut aboutir. Donc, c'est pourquoi je ne dissocie pas les deux.
Mais cette affaire, elle soulève la question, j'ai dit, de l'éducation parentale. Parce que pour qu'un élève croit qu'un enseignant, on peut lui mettre le couteau, le tuer, il faut qu'il soit suffisamment mal éduqué, parce que ce n'est pas tous les enfants qui se comportent comme ça. Mais Gary Amadou, au temps du châtiment corporel, est-ce qu'un élève peut quand même imaginer ce genre d'acte? Mais je vous dis que tout ce problème-là, il y a plusieurs facteurs qui ont fait ça. Nous, on a subi le châtiment corporel. Heureusement. Heureusement. Non, pour vous. Non, on est fiers d'avoir subi le châtiment corporel à l'école. On nous tapait sur les mains, on nous tapait sur les... Mais ça nous a servi. Mais ce n'est peut-être pas la... C'est pas ça la raison, peut-être. La réponse... Vous aurez la parole. Non, c'est-à-dire que nous, on a subi le châtiment corporel. Vous savez, on a enlevé le châtiment corporel. N'est-ce pas? Et l'élève se sentit dans une situation où il a une certaine puissance. Parce qu'aujourd'hui, le maître ne peut plus lui poser la main sur lui. Il le sait, lui-même, il le sait. Ah, donc les élèves le savent. C'est une défaillance selon vous? Non, c'est une défaillance. Du système? Non, c'est une défaillance du système. Parce que nous, c'est avec ça qu'on nous a formés. Deuxième chose, et c'est là où la responsabilité de l'État, elle est flagrante. On voit depuis longtemps, je ne sais pas si c'est un enseignant titulaire ou c'est un contractuel, depuis longtemps, une sorte de pression sur les enseignants. Aujourd'hui, il n'y a pas un corps qui souffre plus que le corps des enseignants. Je le dis et je le répète. Les enseignants ont fait le mois de Ramadan. Moi, j'ai dit sur les antennes, j'ai dit non. Quand le mois de Ramadan arrive, de grâce, ces enseignantes-là, parce qu'elles sont plus nombreuses, qui descendent à l'école, il faut qu'elles partent préparer là. Faites-leur une journée continue. Faites en sorte qu'à chaque Ramadan, là, quand le Ramadan vient, que les enseignantes aient une journée continue. Comme ça, elles font une descente. Elles ont le temps, puisqu'elles jeûnent, de s'occuper de leur famille. Non. Elles descendent, elles vont 4 fois par jour. On ne leur a pas fait ça. Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on tente d'expliquer par le fait qu'on ait aboli le châtiment corporel. Ce n'est pas la réponse magique à tous les maux de l'école, le châtiment corporel. Il y a un moment, comme Gary le dit, où ça existait à l'école. Il y a des raisons pour lesquelles on est arrivé à suspendre le châtiment corporel. Mais en fait, au-delà, même sans le châtiment corporel, le fait qu'un élève décide, quel que soit le problème qu'il a avec un enseignant, ou de manquer de respect à l'enseignant, ou de passer à un acte, d'aller chercher un couteau et de l'enfant. C'est quand même un acte totalement... c'est vraiment, on a du mal à l'imaginer, quoi, en fait. Donc, je pense que même sans le châtiment corporel, quelque chose comme ça arrive, c'est quand même quelque chose de totalement choquant. Et on a vraiment du mal à l'expliquer pour l'instant. En tout cas, pour moi, c'est difficile à expliquer. Ousmane Sidikou, dans la région de Tawa, plusieurs cas de violence contre des enseignants ont été déjà rapportés. Comment faire pour éventuellement prévenir ce genre de tragédie? Merci Mokhtar. De prime abord, on ne peut que regretter et condamner un tel acte de barbarie qui plus est venant d'un adolescent. Donc, paix à l'âme de l'enseignant, puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Amen. Justement, il faudrait que nous établissions ou bien que nous dressions une échelle vraiment de responsabilité. Dans un premier temps, Gary l'a si bien dit, vraiment, il y a un échec ou bien disons une démission des parents. Parce qu'il est clair et évident que quand vous ne voulez pas que votre enfant pleure, vous allez pleurer à sa place. Aujourd'hui, il y a une démission des parents dans l'éducation même de leurs enfants. Parce que tous ici, ayons souvenance au primaire, rien qu'à la vue de l'enseignant, combien nous étions tétanisés. Même si vous jouez, c'est-à-dire vous vous arrêtez, c'est-à-dire rien qu'à la vue, à la limite, c'est des larmes parce que l'enseignant incarnait vraiment l'autorité. Donc vraiment, qu'on en arrive aujourd'hui, l'enseignant est devenu ce qu'il est. Vraiment, il y a la démission des parents dans l'éducation de leurs enfants. Il y a aussi la part de responsabilité des enseignants eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire l'enfant, il est émotif, l'enfant, il a une telle sensibilité. Il y a une marge vraiment qui doit exister entre l'élève et l'enseignant. C'est-à-dire aux enseignants d'avoir cette attitude. Il y a des choses qui sont... ça n'excuse pas le comportement des enfants, mais voilà, il y a des propos qui, vraiment, quand vous les proférez, l'enfant peut être vraiment choqué, blessé. Donc, du coup, Dieu seul sait ce qu'il pourrait advenir. Donc,
aux enseignants vraiment d'avoir une attitude responsable, de ne pas tenir certains propos à l'égard des enfants, de ne pas voir que ce sont des adolescents. Non, vraiment, c'est d'avoir des propos responsables. La diminution de l'État. Aujourd'hui, la suspension, Abba l'a dit, c'est vrai, le retrait ou bien la suspension du châtiment corporel ne peut pas régler tout le problème. Mais moi, je pense que l'État se doit de prendre les responsabilités. Aussi bien les inspections, comment ça s'appelle, c'est là où j'interpelle aussi encore les enseignants. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons vraiment dans les écoles, vous allez voir un enfant, il peut quitter d'une localité à une autre. Ablassi vient dire peut-être l'environnement qu'il a quitté, c'est un environnement vraiment, excusez-moi du terme, violent, pourri. Il vient dans un autre environnement qui plus à un certain âge. 15 ans, je prends un exemple au pif comme ça, 15 ans, au CM2, il peut avoir des élèves de 12 ans, 13 ans qui sont facilement influençables par le mauvais comportement. Il a quand même 12 ans. D'accord, j'ai dit 12 ans, mais quand même, Dieu seul sait, c'est un mineur, mais l'environnement, ça compte vraiment aux enseignants d'être trop regardants, de ne pas vraiment accepter que des enfants leur soient amenés, vraiment de mener des investissements. Il ne faudrait pas qu'on leur amène entre leurs tueurs. Donc vraiment, les responsabilités sont à partager et que chacun s'assume. Vraiment, il ne faudrait pas que nous continuions à assister à de telles souvenances, même si ce n'est pas un enseignant. À Agadez, ça ne fait pas longtemps où un enfant a à la limite poignardé son papa. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer? Certains pensent que c'est la consommation des stupéfiants. Je me dis que ce n'est pas une excuse. Vraiment, les responsabilités sont à partager et chacun se doit de jouer sa partition. Merci Ousmane Sidoukou. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans un communiqué publié dimanche 15 mai, les autorités maliennes ont annoncé se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris de la force conjointe anti-djihadiste. Avec ce retrait, Bamako proteste contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale. Gary Amadou, quelle lecture faites-vous de cette décision des autorités maliennes? Est-ce que c'était prévisible ou une surprise totale? Non, c'était pas du tout prévisible. Vous savez, on ne peut pas diriger un État avec de la passion. C'est-à-dire Il faut avoir un sens élevé de la responsabilité, ne pas être dans l'émotion. J'ai l'impression que les autorités maliennes, elles posent des actes pour répondre, en tout cas pour être applaudis par une foule qui est derrière eux. C'est du populisme, vous voulez dire? Non, c'est trop populiste. C'est-à-dire, c'est trop. Il faut faire attention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager votre pays, vous qui êtes dans une transition qui est appelée à finir, vous ne pouvez pas engager votre pays dans une impasse de ce genre. C'est très dangereux, leur attitude. Cela dit, le G5 Sahel, c'est quoi, au fait, aujourd'hui, dans la réalité? Le président Bazoum l'a dit dans des interviews. Il dit non, le G5 Sahel, il n'est pas efficace. Ça ne marche pas. Et comment est-ce que ça pourrait marcher? Le G5 Sahel demande 400 et quelques millions d'euros, disons 500 millions d'euros pour pouvoir fonctionner. Ils n'en ont pas. Les pays occidentaux qui ont participé à la création du G5 Sahel refusent de financer. On n'arrive pas à avoir ce financement-là. Mais dès que la Russie envahit l'Ukraine, on convoque une réunion, 6 milliards d'euros mobilisés pour l'Ukraine. À partir de ce moment-là, moi je me dis, tous les chefs d'État doivent tirer la conclusion. Mais écoutez, peut-on continuer à faire vivre quelque chose qui ne vit pas? C'est pourquoi je pense que le G5 Sahel est mort avec la sortie du Mali. Il est mort parce que le G5 Sahel est composé de 5 pays. Si le Mali se retire, c'est un fait. Même si c'est des autorités de transition, c'est un fait. Mais le G5 Sahel, c'est fini, c'est terminé. Et donc, c'est pourquoi je crois que nos présidents sont en train, en tout cas, d'entrevoir la possibilité, ou plutôt d'aller dans le sillon de la coopération bilatérale en matière militaire. Vous savez, comme les opérations que le Niger et le Burkina ont menées, opération Tanli 1, Tanli 2, Tanli 3, des opérations entre les deux armées, avec les deux armées, et qui a permis d'obtenir des résultats. Il faut aller dans ce sens-là. Mutualiser les efforts. Mais puisque les Occidentaux ne veulent pas financer le G5 Sahel, c'est une réalité, hein. C'est pas que c'est des choses... Non. 500, à peu près 500 millions d'euros, on va me dire qu'on a... Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi?
alors qu'ils ont participé à la création de cette chose-là. Donc ça veut dire qu'il y a une hypocrisie de la communauté internationale. Et si la communauté internationale est hypocrite, prenez vos responsabilités. Et moi je me dis, même si je ne suis pas d'accord avec la sortie du Mali, moi j'aurais préféré que le G5 Sahel, que les pays maintiennent cette structure, mais qu'ils comptent sur leurs propres moyens, au lieu d'attendre toujours la main des Occidentaux. J'aurais voulu qu'elles soient maintenues. Mais maintenant, quand cela ne tienne, le Mali s'est retiré, eh bien c'est la fin du G5 Sahel. Trouvons une autre alternative, c'est tout, point. Ousmane Sidikou, initialement prévu en février 2022, une conférence des chefs d'État des pays membres du G5 devait consacrer le début de la présidence malienne de l'instance. Or, près d'un trimestre, cette conférence ne s'est toujours pas tenue, dit le communiqué du gouvernement malien. Quelle est votre opinion à ce sujet? Vous savez, Mokhtar, le G5 Sahel, le Mali se trouve être même le justificatif de ce G5 Sahel. Maintenant, avec son retrait, c'est une rupture même de l'occupation territoriale de cette instance. Ça, c'est un. Secondo, les pays membres, chacun, c'est en fonction du mieux qu'il peut, a voulu ou bien croyait tirer le dividende en fonction de sa position et de la situation sécuritaire au Mali. Troisièmement, avec ce retrait, moi je pense que le Mali voudrait, je ne peux pas dire qu'ils ont tort ou ils ont raison, surtout ces autorités, elles ont raison ou elles ont tort, mais je pense que à travers un tel retrait, c'est faire chapeauter vraiment la responsabilité au Tchad. Parce que pour beaucoup, ce qui ne s'explique pas, c'est le refus du Tchad à passer le relais quant à cette présence tournante du G5. Il dit aussi du mois où chaque année il paye 400 millions de francs CFA. Ça c'est un. Deux, c'est-à-dire tous deux, c'est-à-dire ils sont deux pays qui sont en transition. Tchad et Mauritanie. Tchad et Mali. Donc chacun n'a pas de leçon de morale à donner à l'autre. L'un de l'autre, vraiment, les autorités maliennes ont pensé que vraiment le Tchad ou bien les autorités tchadiennes ont franchi le Rubicon. Donc elles ont vraiment toute la responsabilité de ce retrait, mais je pense que avec ce retrait-là, il faut vraiment appréhender les choses. Il ne faut pas jouer les oiseaux de mauvais goût. Déjà, Gary l'a dit, c'est une organisation qui peine à se maintenir. Maintenant, avec ce retrait-là, que vraiment les différents chefs d'État de ce pays-là trouvent les mécanismes savants à travers lesquels ils vont mutualiser leurs efforts à travers des opérations conjointement menées qui ont porté le fruit dans le cadre vraiment de la sécurisation des personnes et de la préservation de l'intégrité territoriale de leurs pays respectifs. Mais je dis que ce n'est pas sans conséquence, il n'est jamais trop tard. Peut-être que les autorités tchadiennes reviendront à de meilleurs sentiments, qu'ils reviennent sur la table de négociation. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à passer. C'est vraiment pour beaucoup cette attitude des autorités tchadiennes. Les autorités maliennes disent qu'il y a certaines puissances derrière cette affaire. Justement, parce que le Tchad a servi en quelque sorte de tremplin, notamment dans la crise. Vous avez vu actuellement ce qui se passe au Tchad avec les manifestations, surtout le développement de trucs anti-français. Moi, je pense que les autorités tchadiennes ont toutes les raisons de revenir sur leurs décisions. Qui plus est, même dans le cadre des trucs d'opération, là, le MINUSMA et le truc de G5, ils ont des relations et même des armées ou bien des troupes. Donc moi, à l'instar de beaucoup d'autres observateurs, ça ne s'explique pas l'attitude des autorités tchadiennes à ne pas laisser la main dans le cadre de cette présidence. Merci beaucoup, Ousmane Sidikou. Hassan Boukara, quelles seront les conséquences de ce retrait? Bon, les conséquences, je pense que Sidikou et Gare l'ont dit. Bon, finalement, est-ce qu'on pourra maintenir ce groupe-là? Le président Bazoum a dit qu'il est mort, hein, donc il dit le G5 Sahel est mort. La France, qui est quand même derrière cette institution, la France l'a initié en réunissant 5 de ses anciennes colonies, faire un groupe, essayer de mobiliser certains pays européens pour financer ce groupe-là, mais aussi éventuellement obtenir un financement des Nations Unies. Ni l'un ni l'autre n'a marché. Je pense que de son vivant, le président Déby avait rappelé aussi ce que Gare disait il y a un instant. Il dit toutes les promesses qui ont été faites n'ont jamais dépassé le stade de promesses. Il n'y a pas eu de financement. Maintenant, la leçon pour les pays sahéliens, c'est que personne ne viendra financer la guerre à leur nom.
c'est à eux de se débrouiller. Deuxièmement, les Maliens le disent, mais d'autres pays aussi le disent. C'est-à-dire que le fait que cette initiative vienne de la France, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le G5 n'a pas obtenu le financement des Nations Unies. Les Américains l'ont toujours bloqué en considérant que si on finançait le G5, ce qui tirerait les profits, c'est d'abord les Français, parce que ce seront eux qui l'auraient initié. Eux, ils préfèrent les relations bilatérales. On dit, bon, voilà, il appuie quand même le Mali, il appuie le Niger. Donc, ils préfèrent ce mode de financement que de le donner à travers une institution créée par la France. C'est peut-être une des raisons qui fait aussi que des pays comme l'Algérie, comme le Nigeria, qui auraient contribué à cette force, n'ont jamais intégré le G5 Sahel. Donc finalement, la France l'a tenté, ça n'a pas marché. Et pour les Maliens, c'est facile de quitter le G5. Barkhane était plus actif que le G5. En quittant le G5, je me demande qu'est-ce qui change véritablement pour le Mali. Sur le terrain, je n'ai pas vu de preuves selon lesquelles l'absence du G5 perturberait les choses. C'est à la limite un cadre d'échange entre pays. Ils peuvent échanger les renseignements, ils peuvent discuter, mais s'il n'y a pas les ressources, et ils n'ont jamais eu les ressources, le G5, ils peuvent facilement le quitter. Et comme Sidoukou l'a expliqué, je ne vois aucune différence entre les autorités de Bamako et de N'Djamena en termes de légitimité. C'est des gens qui ont forcé des pays, ils ont forcé leur installation sur le fauteuil présidentiel. La différence, c'est que N'Djamena, les Français considèrent que c'est un bon coup de force. Et de l'autre côté, les Maliens, c'est le mauvais exemple. Et donc, du coup, quand ils disent qu'il y a des puissances étrangères derrière, ils sont en train de dire le fils d'Ebi, Macron, est quand même venu à N'Djamena pour l'installer sur le fauteuil. Les Maliens, ils ont osé renvoyer l'ambassadeur français. Ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, quelqu'un qui ose un coup de force, qui prend un régime presque de façon clanique, presque de façon familiale, qui s'installe sur le fauteuil de son papa, est beaucoup plus respectable que quelqu'un qui fait un coup d'État. C'est un peu ça le message et apparemment c'est ce qui refuse. Oui, rapidement, Gary. C'est ce que je voulais dire en fait. Moi, je ne veux pas aller même dans les autres considérations. Le coup d'État, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas... Non, moi je reste sur le fait que le G5 Sahel, en réalité, il ne sert à rien. Le Sahel, ce n'est pas l'Ukraine. Malheureusement, si le Sahel c'était l'Ukraine, on aurait eu de l'argent pour financer le G5 Sahel. Malheureusement, le Sahel ne fait pas partie de l'Europe. Et on voit bien l'hypocrisie internationale, je le répète. Et donc, à partir du moment où est-ce que vous avez entendu une opération menée par les éléments du G5 Sahel sur le plan de la lutte contre le terrorisme? Non, c'est un machin, ça ne sert à rien du tout. C'est juste... Des rencontres? Non, ça dit que c'est une sorte d'instrument qui a été créé pour servir de faire semblant ou de prétexte, mais qui ne sert en réalité à rien du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, écoutez, arrêtez et allez-y faire la coopération bilatérale. Merci Gary Amadou, on observe une courte pause. La situation sécuritaire à Tillabéri demeure instable et 12 départements sur les 13 qui comptent la région, à l'exception de Kolo, sont sous état d'urgence. Depuis quelques semaines, une recrudescence des violences et ou attaques de grande ampleur contre les populations civiles ont été enregistrées. Cette situation a provoqué un déplacement massif des populations vers diverses destination. Ousmane Sidoukou, les populations civiles sont de plus en plus exposées à de nouvelles stratégies adoptées par les groupes armés non étatiques telles que des sommations de quitter leur village ou l'utilisation d'engins explosifs improvisés sur les principaux axes routiers. Qu'est-ce qui expliquerait cette nouvelle stratégie? Merci Mokhtar. Je pense qu'en ce moment, surtout les députés, spécifiquement ceux de la région de Tillabéri qui ont voté, et j'espère qu'en ce moment, cela pourrait faire tilt dans leur tête pour avoir voté et faire passer comme lettre à la poste le récent vote-là, le redéploiement de parce que parallèlement au moment où il y a ces redéploiements, ces groupes armés non étatiques procèdent à un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire de sommer les villages à quitter les lieux et dans un délai relativement court. Et à l'approche aussi de la campagne agricole. Absolument, Mokhtar. Donc, ça pose véritablement le problème. Est-ce que
Maintenant, en sommant ces populations-là, même si nous entendons de part et d'autre que les FDS sont déployés pour aller les sécuriser, mais ça n'a pas porté... Le constat sur le terrain. Le constat sur le terrain est tout autre. Et à l'instant, elles sont combien ces localités-là sommées de déguerpir. Vous l'avez si bien dit, à l'approche de la saison n'est plus. Donc, je pense que c'est véritablement un coup dur pour ces populations-là qui ont assez enduré, qui ont assez payé et vraiment le prix fort. Et elles continuent de souffrir dans leur chair et leur âme vraiment les actes que sont en train de perpétrer ces groupes armés non étatiques. On ne peut que déplorer, on ne peut que condamner. Donc vivement que de la même façon que ces groupes-là ont revu leur mode opératoire, que les autorités en fassent de même pour vraiment voir les conditions ou bien les mécanismes à travers lesquels on va vraiment tendre vers alléger leur souffrance, ne serait-ce que vraiment à la préservation de l'intégrité territoriale et de ces mêmes personnes, tout comme leurs biens. Sinon, vraiment, c'est déplorable. Et prions que vraiment les mesures les plus adéquates idoines puissent être trouvées dans un délai très court pour soulager vraiment ces populations qui n'ont fait que payer vraiment le lot tribut de ces différentes attaques perpétrées à leur endroit. Hassan Boukar, le plus souvent, ces violences sont accompagnées par des vols, des pillages de ressources et de bétail, aggravant ainsi la vulnérabilité de ces populations. Quelle est l'ampleur de cette situation ? Je pense que ce qui a changé, c'est peut-être l'intensité avec laquelle aujourd'hui on voit ce type d'action. Sinon, au début des attaques déjà, il y avait des pillages, des biens des personnes, les bétails emportés, des villages auxquels on donnait un ultimatum. Ça a déjà existé autour de Walam et tout ça, là on l'a déjà entendu. Mais on a l'impression que maintenant ça a un peu évolué. Voilà, il y a une recrudescence. Vers le département de Torodi. Voilà, beaucoup plus d'intensité. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est lié à cette zone entre le Niger et le Burkina? Est-ce qu'on veut peut-être tuer finalement les va-et-vient des personnes dans cette zone? Ils veulent peut-être occuper, ils veulent occuper davantage le terrain, puisque là on voit que maintenant ils évoluent vers le Bénin, à partir de là où ils sont. Est-ce qu'il y a peut-être pour eux un enjeu territorial de vouloir intensifier, de vider les populations, etc. Est-ce qu'il y a ça? Mais l'autre chose, je pense que peut-être que de ce point de vue, la situation du Mali, ça va impacter les autres pays. C'est-à-dire, la situation du Mali, comment ça? C'est-à-dire que la situation du Mali aujourd'hui, le Niger, par exemple, considère que les autorités maliennes ne sont pas fréquentables. C'est un peu ce qu'on entend dans les discours officiels. Or, on a quand même besoin d'une coopération, de parler avec, aussi défaillants soient-ils, c'est quand même eux qui règnent à Bamako. Ils ont fait un choix qui est le leur, de dire on va associer ou des gens de Russie ou c'est Wagner pour faire, parce qu'on considère que c'est vraiment le choix des Maliens. À mon avis, l'erreur que le Niger commet, c'est après les Français de dire qu'ils ne sont pas fréquentables. Ça, c'est l'affaire du peuple malien. Sur la sécurité du Niger, si on peut aller libérer des terroristes, des gens qui ont probablement tué, qui sont sous le coup de la justice, si on peut les libérer dans l'espoir de trouver la paix, on peut aussi discuter avec les autorités maliennes. C'est d'abord nous que ça concerne, pas les Français. C'est-à-dire qu'au niveau de la CEDEAO aussi, un pays comme le Niger peut dire, écoutez, moi je partage une longue frontière avec le Mali, le fait qu'on écarte, on isole totalement le Mali en disant on ne veut plus parler avec eux, fait que, quels que soient les efforts du Niger, finalement, le Mali va être le territoire de ces groupes armés. À mon avis, il y a aussi des changements de stratégie à faire de ce point de vue. Si vous parlez de passion, gérer un État, ce n'est pas comme entre des individus. On peut ne pas aimer les colonels de Bamako, mais les intérêts du Niger, c'est dicte au Niger de parler quand même avec ses autorités. Le Niger, même au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO, devait plaider un retour aujourd'hui du Mali à l'entente avec les autres de façon à lutter. Quels que soient les efforts qu'on va faire, on s'arrête sur nos frontières. Mais eux, ils sont là juste à côté parce que c'est un autre territoire. Et donc, à mon avis, il y a forcément des choses à faire de ce point de vue. Maintenant, l'arrivée de Barkhane, quelqu'un l'a évoqué. On nous a dit, les gens ont dit, ils ne sont pas efficaces, on ne les a pas vus. La réponse du gouvernement, c'est de dire, avant, il était là juste pour nous donner des renseignements. C'est maintenant qu'il faut les juger. Eh bien, il faut qu'ils prouvent que leur présence change quelque chose. Si ça ne change pas, ça donnerait totalement tort, à la fois au Parlement qui a autorisé cette demande du gouvernement, mais aussi au gouvernement.
Gary Amadou, quelles conséquences pourrait engendrer ce déplacement de population? Non, c'est très simple. Vous savez, les djihadistes, même l'année dernière, il y avait des menaces contre les paysans qui voulaient cultiver leurs champs. En fait, ce que j'ai compris d'après les explications que j'ai eues, c'est que quand les paysans cultivent leurs champs, ça perturbe la dynamique des terroristes. Ils ne veulent pas voir les cultures de champs. Deuxième chose, peut-être qu'ils sont acculés au niveau du Mali. Ils veulent se retrancher sur le territoire nigérien, en tout cas vers la zone de 3 frontières, pour créer des sanctuaires. Dans le but, bien sûr, de s'épandre dans les autres régions. Mais vous savez, le problème des autorités maliennes, ce n'est pas qu'en réalité, les pays ne veulent pas coopérer avec les autorités maliennes. Non, ce qui est un détail qui est important. Les autorités maliennes sont aujourd'hui liées à un groupe qui est un peu limite sur le respect des droits de l'homme en matière d'opérations militaires. J'appelle le groupe Wagner. Donc, à partir de ce moment-là, si vous vous associez aux autorités maliennes, ce que vous allez vous associer à Wagner, ce que vous allez cautionner toutes les actions, parce qu'il y a des accusations graves de crimes contre l'humanité, notamment dans plusieurs, en tout cas, villes, localités maliennes. Comment est-ce que vous pouvez vous associer aux autorités maliennes quand vous savez qu'elles-mêmes, aujourd'hui, elles sont liées sur le dos du contribuable malien, on les paye grassement et on ne peut pas avoir de garantie en matière de respect des droits de l'homme avec ça. Voilà tout le problème. Ils ont quand même. Entre les États et non, oui, mais vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Parce qu'Abba a dit que non, les autorités maliennes sont aujourd'hui considérées comme des parias. Mais à juste titre, moi je me dis quelqu'un qui s'associe à un groupe qui est vraiment un peu, en matière de respect des droits de l'homme, qui n'est pas du tout fréquentable. Mais je me dis, on a vu la Barkhane qui tirait sur des populations civiles, notamment à Bounti, dans beaucoup de localités. Ils ont commis des bavures aussi. Non, ça c'est des bavures. Et encore, c'est des bavures qui sont. Attention, je vais finir. Par rapport à Bounti, mais écoutez, il y a plusieurs versions. Vous savez, il y a des gens qui disent que c'est des terroristes qui sont venus à un mariage. Non, attendez, je vais finir d'abord. Ils ont quand même fini par comprendre leur erreur. Ils ont dit que, en tout cas, apparemment, les enquêtes, parce que l'ONU aussi a mené des enquêtes, elle dit que c'est un mariage. Ils ont dit qu'à la base des éléments qu'ils ont là, c'était pas un mariage, c'était des gens armés qui étaient venus à moto. Mais c'est pas ça le problème. Le problème principal aujourd'hui, les autorités maliennes sont liées à Wagner. Et Wagner est jugé comme peu fréquentable. Nous, au Niger, l'essentiel, c'est la quiétude. Non, c'est pas une question. Il y a des normes. Il y a des normes. Non, c'est dans le monde. Ils ont une mauvaise réputation. Merci, Gary. Ils ont une mauvaise réputation, c'est connu ça. Hassan Boukar, rapidement. Wagner a une mauvaise réputation. Gary, ce que je veux dire. En 30 secondes, rapidement. Ce que je veux dire, avant que Wagner arrive, qui était accusé de crimes de guerre d'avoir massacré les populations? C'est une à une chacune de nos armées. L'armée du Niger, rappelez-vous de l'enquête de la CNDH, l'armée du Burkina. Nos propres armées sont accusées de massacrer les populations. Et donc, si Wagner arrive, les Occidentaux, c'est aussi une question de conflit géopolitique face à la... Non, ce que je veux dire, on peut demander aux Maliens, justement, de contrôler, c'est eux qui les ont fait venir. Mais c'est le choix du peuple malien, Wagner. Quelqu'un ne peut pas choisir à leur place. Merci Gary Amadou. Il n'est pas obligé. Mais si l'intérêt, si on pense que... Merci Hassan Boukar, on observe une courte pause. Autre aspect de ce forum de la presse est relatif à la découverte la semaine dernière de nouveaux sites d'or dans la ville d'Agadez et dans la commune de Dakoro, région de Maradi. À Agadez, les autorités ont interdit toute exploitation d'or sur le territoire de la commune d'Agadez. La décision a été prise par arrêté du président du conseil municipal le 9 mai 2022. Dans la nuit du 12 au 13 mai, des milliers de personnes ont passé la nuit à creuser des trous à quelques 2 km de la commune de Dakoro, région de Maradi. Ces personnes estiment qu'il s'agit d'un nouveau site aurifère. Les autorités administratives et municipales ont déjà pris des mesures pour sécuriser le site. Gary Amadou, à Agadez, depuis le 8 mai 2022, c'était une ruée vers cette mine qui venait d'être découverte. Les gens affluaient
de partout, notamment des villages environnants de la commune d'Agadez. Avez-vous d'autres informations au sujet de ces nouveaux sites d'or à Agadez et à Dakoro? Non, vraiment, je n'ai pas de nouvelles informations. Tout ce que je sais, c'est que les mines artisanales sont devenues très dangereuses parce qu'on a vu des accidents qui se sont déroulés, notamment à Issa, à Maradi. Que les mineurs les mines artisanales ne répondent pas aux normes en matière d'extraction minière. Vous savez, les mines industrielles, là, même pour faire comment on appelle, les tunnels, il y a tout un procédé, il y a toute une protection qu'on fait. C'est vrai que parfois, il y a des accidents comme ce qui s'est passé au Burkina, où des miniers ont été... Mais l'État doit aussi se soucier de la sécurité des personnes. Donc, quand ça commence là, avant que le drame n'arrive, il faut arrêter et réglementer. Mais c'est qu'il faut aussi, là où il faut faire attention, parce qu'on a vu à Danissa, l'État a fermé la mine, mais la nuit... Les gens contournent. Non, la nuit, en complicité avec des FDS, des gens étaient employés pour extraire de l'or. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas que l'État règle un problème et elle ferme les yeux maintenant sur le comportement peu orthodoxe de certains éléments de FDS qui, la nuit, vont autoriser justement les gens de la population de Dagadez à venir exploiter pour leur donner une partie. Ça, il faut faire attention. Hassan Boukara, la mesure d'interdiction a créé une onde de choc à printemps chez les populations. Comment appréciez-vous cette décision des autorités? Bon, c'est normal quand vous dites qu'il y a de l'or au studio Kalangou, tout le monde va venir. Vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est normal. Mais ce que ça exprime aussi, c'est que vous êtes un pays où beaucoup de gens sont désœuvrés, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de ressources. Et donc, quand vous dites qu'il y a de l'or, chacun dit je tente ma chance. Donc, je pense que cette décision, elle va être difficile à être appliquée. Comme Garé l'a dit, les gens vont tenter par tous les moyens. Peut-être que d'autres pourront réussir à passer outre là-dessus. Mais en tout cas, les gens vont tenter. D'autres sites ont été découverts, on a fermé. Mais il faut bien aussi que le gouvernement communique bien sur ces choses-là. Parce que les gens, dans un temps... Il faut que le gouvernement communique comment faisant. Mais par exemple, les questions de sécurité déjà, etc. Mais sinon, vous découvrez de l'or, les gens veulent aller, vous dites, vous fermez. Bon, vous fermez, mais on a l'impression qu'il y en a quand même qui trichent et tout ça. Là. Bon, voilà, ça pose quand même Bon, pour moi, je pense que ça va être difficile à empêcher. Quand vous dites qu'il y a de l'or, les gens pensent que c'est le... Surtout que les anciennes mines, avant qu'elles ne soient fermées dans la zone d'Agadez, il y en a quand même qui ont gagné de l'argent. Tous les gens qui ont déjà essayé, qui se sont rendus compte qu'ils ont gagné de l'argent, ils vont continuer à aller. Même à l'étranger, il y en a aujourd'hui qui partent dans le nord Mali, sur des sites là où il y a l'or. Ousmane Sidikou, cette interdiction nous rappelle celle du site aurifère de Diado, découvert en 2014, toujours dans la région d'Agadez, fermé en février 2017 pour des raisons sécuritaires. Comment faire face ou surmonter les frustrations des populations? Vous savez, Mokhtar, l'or, c'est l'or. Hein. Donc, vraiment, voilà, partout où on dit qu'il y a découverte d'or, il faut s'attendre forcément à une ruée des gens. Hein. Mais ça ne sert à rien de vraiment de mettre des verrous, des restrictions et que, notamment, des gens censés assurer la protection ou bien veiller au respect de ces restrictions puissent être vraiment, comment on appelle, tenter et approcher à travers des trucs de corruption. Justement, parce que ça n'a pas de sens. Je vois mal ces FDS-là enfreindre ces restrictions-là sans que le préfet, le maire ou... Faut-il empêcher ou autoriser les populations, surtout les exploitants? Les empêcher, on n'en peut pas parce que Abala a si bien dit aujourd'hui qu'on dise qu'à Kangaloo, il y a une découverte d'or, mais on va vous envahir, à commencer par nous les invités. Donc vraiment, il faut communiquer et vraiment montrer à la population que les mesures-là vont dans le sens vraiment de leur intérêt et de leur protection. Et vraiment trouver les mécanismes à travers lesquels on peut permettre quand même à ces populations. Parce que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas empêcher aux gens de faire cette ruée. Je le dis et je le maintiens. Rapidement. Je pense que Mokhtar, pour les gens, c'est ça la conception déjà, c'est une opportunité. Il y a de l'or, il n'y a pas de travail, on peut aller gagner un peu d'argent. Regardez quand ça arrive. Il y en a qui gagnent rien qu'en allant vendre de l'eau sur des sites.
vous créez en fait toute une activité, toute une vie économique autour de ces mines. Si le gouvernement veut, il peut prendre des mesures pour un peu sécuriser la présence des gens sur les sites, de façon à ce qu'on évite ce qui est arrivé chez nos voisins du Burkina, etc. Mais aussi, sur l'occasion, j'ai l'impression que ce sont les citoyens qui découvrent. Ce n'est pas le gouvernement qui découvre l'or, c'est lui qui apprend toujours. Les citoyens découvrent, le gouvernement interdit. Ce que je voulais dire, l'État peut même instituer et dire que bon, il faut une autorisation qui va coûter telle somme que vous allez prendre au niveau du gouvernorat pour partir sur le site. Maintenant, ça, on peut faire ça. Et puis, il y a des taxes sur l'exploitation artisanale des mines. L'État a prévu des taxes. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.